Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais donc faire une vidéo spéciale Gene Hackman, puisqu'au moment où je la tourne, il vient de nous quitter, pour vous ça fait quelques semaines déjà, et il est temps d'évoquer une œuvre que je découvre sur le tard et qui est assez importante dans le cinéma du nouvel Hollywood américain, à savoir Scarecrow ou L'Épouvantail en version française, sorti en 1973, et aux côtés de Gene Hackman, nous avons Al Pacino, qui venait de jouer dans un autre métrage culte du réalisateur ici, Jerry Schatzberg. Alors, évidemment, on les voit à 95% du temps, même quasiment tout le temps ensemble, bon, peut-être pas tout le temps sur les mêmes plans, mais quand ils sont séparés, c'est difficile d'ailleurs, ces deux personnalités du cinéma américain. On va quand même citer à leur côté au moins une présence qui est assez terrible, j'y reviendrai dans une mini-zone spoiler, Richard Lynch, qui est l'antagoniste principal, le temps de quelques minutes, mais ça va tout chambouler et changer. Donc, L'Épouvantail, ça fait partie de ces brûlots très célèbres du nouvel Hollywood, dont j'avais forcément déjà entendu parler, et en effet, il cristallise un petit peu ce qui a été fait avant, et même annoncerait peut-être certaines choses qui se feront après. Bon, toute proportion gardée. Je pense bien sûr à Easy Rider et Bonnie and Clyde. Et en Bonnie and Clyde, il y avait Gene Hackman dedans, dans les influences principales. Mais on peut remonter aussi de façon antérieure dans un cinéma plus classique, mais absolument intemporel, surtout pour les Américains. Scarecrow, ça vous rappellera quelque chose, l'Épouvantail, donc un des personnages du Magicien d'Oz. Et l'un des deux protagonistes, à un moment, est surnommé Lion. Bon, on va pas vous faire un dessin. On sent qu'il y a quelque chose ici. En plus, il y a une route. Il y a une sorte de destination à affronter, si on veut, quête à aboutir, mais le plus important, ce sera le voyage, quand bien même les choses soient très difficiles à arriver au bout. Et on peut penser aussi à ce cinéma un peu social américain, entre Charlie Chaplin et Les Raisins de la colère. Donc c'est aussi très littéraire dans un certain sens. Des souris et des hommes n'est jamais loin de Steinbeck, sur la route jusqu'au bout, pour au final plus de désillusion qu'autre chose. Et pour ce qu'on pourrait signifier comme écho post l'Épouvantail, vous aurez Le Canard d'heure de Michael Cimino, qui sort je crois l'année d'après, et pour la façon dont on voyage et dont on filme les paysages, je pense que c'est un film qui a marqué certains des auteurs qui ont fait des films par la suite, et je pense aussi à Wim Wenders pour Paris, Texas. Voilà. Oui, je fais un préambule assez déjà analytique sur l'importance de cette, on va dire, occurrence cinématographique que j'ai vue avec grand plaisir, autant le dire. Le synopsis, je ne le fais que là, étant très simple. On va suivre deux personnalités américaines marginalisées, deux paumés, qui vont se rencontrer sur la route et qui sont très différents l'un de l'autre, mais qui vont peut-être s'allier et s'affirmer en tant qu'amis. Nous avons d'un côté Max, joué par Gene Hackman, qui est un grand gaillard bagarreur et qui a une idée, c'est réaliser son rêve américain de façon honnête, lui, en soi, c'est donc ouvrir une sorte de laverie pour voitures. Tandis que Francis, donc c'est lui qui va être surnommé Lion, de son deuxième prénom Lionel. Alors, il a peut-être une sorte de rêve, mais c'est pas dans l'idée de gagner de l'argent, lui, c'est de retrouver le fils ou la fille, il ne sait pas, l'enfant qu'il n'a jamais connu, puisqu'il a quitté sa compagne avant la naissance du gamin, pour fuir ses responsabilités, peut-être pour s'engager, je crois, dans la marine. Et on voit surtout que c'est un gars qui n'a jamais pu devenir adulte, donc il ne pouvait pas devenir père. Très intéressant, c'est-à-dire que c'est un peu le bouffon de service, quoi. Et il est petit, le grand, le petit, alors c'est pas Laurel et Hardy non plus, mais dans cette idée de duo atypique comme cela, c'est pour ça que je pensais à Des souris et des hommes, même si c'est pas non plus la même portée, il y a dans cette idée de bouffonnerie quelque chose qui renvoie aussi à cela. Et donc le grand gaillard protecteur. Et les deux vont alors aller vers Pittsburgh, je crois, mais ou Détroit. L'un veut aller à Pittsburgh, l'autre à Détroit, ils vont passer par Denver, en passant par des grands espaces, certes, mais c'est pas l'Ouest américain, là. On est cristallisé quelque part encore trop proche de la côte Est. Je dis cela parce qu'on voit justement l'impossibilité d'aller loin et d'aller aboutir à un rêve. C'est ça qui est fort. Schatzberg, venant de New York, il a été photographe, il a fait Panic at Little Park là-bas, donc le film précédent avec Al Pacino, et il en sort ici, mais il va pas trop loin, parce que l'Amérique, pour lui, ça peut pas aller trop loin. C'est assez désabusé, et c'est
un peu déprimant sur certains points. Cependant, le duo va parfois nous faire sourire, nous faire rire et vivre des aventures, parfois loufoques, parfois dures, très dures, pour arriver donc, ou non, à destination, mais quelle destination? Bon, après ce long préambule, je donne mon avis, il est assez puissamment positif, même si, alors, ça fera partie de ces films dont il faudra que on me réserve un autre revisionnage. En gros, vous m'avez compris, il faudra que je le revoie, quoi. Oui, je fais cette vidéo le petit matin, tranquille, hein. Bon, il y a du soleil, mais je suis pas encore totalement bien connecté des neurones. Oui, il faudra que je me le refasse, parce qu'il y a peut-être des moments de longueur que je trouve pas forcément nécessaires, malgré l'idée que tout pourrait être intéressant. Notamment le passage à Denver, donc la première escale, si vous voulez, chez la sœur de Max, avec une autre femme et tout. Ça traîne un peu, bon ça discute, ça nous permet d'apprendre des choses ou pas sur Max, mais ça reste, pourquoi pas, évasif. Allez. Et bon, c'est pour arriver à cette scène qui va les mener dans une sorte de huis clos, mais un huis clos bizarre. Alors je ferai des zones de spoiler, une zone spoiler, mais je parlerai de certaines scènes assez étonnantes ou terribles dans quelques instants, mais ils vont être mis en prison. Voilà, le temps d'un mois. Mais c'est pas une prison fermée, enfin si, en soi, mais sorte de prison fermière à ciel ouvert, très étrange. Ça donne aussi l'idée que Schwarzenegger voulait de ce film, où d'emblée on est dans des grands espaces, mais refermés, comme je le disais en intro, et même à ce moment-là, ils le sont. Bon. Et oui, il y a des scènes dans des bars, des clubs aussi, qui en disent long sur comment on peut essayer de vivre sa vie malgré tout, et de profiter alors qu'on n'est quand même pas bien vu aux yeux de la société. C'est presque deux vagabonds, hein, les deux, hein, clairement. Hein. Ils sont sur la route, ils vont faire du stop, etc. C'est pour ça que je pensais à Chaplin. Hein. Le personnage de Max, ça pourrait être une forme de Chaplin beaucoup plus grand gaillard. Enfin, les deux pourraient faire une sorte de mix, si vous voulez. Mais un Chaplin qui aurait voyagé dans le temps et qui ne se reconnaîtrait pas spécialement dans cette Amérique. Et ce qui est intéressant, c'est que justement dans cette idée-là, on est en 1973, ça commence à... ça va pas très bien hein, socialement aux States, évidemment, les années 60 ont été difficiles, certains progrès ont été obtenus, mais d'autres c'est compliqué avec la guerre du Vietnam, Nixon, Watergate, bah, on y est là, hein, bon, le film a été tourné avant, j'imagine, mais c'est quand même pas vraiment évident, et tu le sens, c'est-à-dire que c'est une sorte de grande dépression bis, 30 ans avant, et il y a ces motifs-là dès le début, ces espaces un petit peu sur la route, avec même une sorte de tempête qui se lève, et on pense au Dust Bowl par exemple. Si vous connaissez l'histoire des États-Unis, c'est un peu cette idée que dans la Grande Dépression, après la crise économique de 29, tout allait mal, même de façon météorologique, et voilà, on pense au raisin de la colère, c'est pour ça que je pensais au raisin de la colère, et tu le sens, c'est-à-dire que c'est une sorte de post-Grande Dépression numéro 2, et dans un milieu très urbain, on est dans des endroits qui n'ont pas réussi à s'en sortir économiquement, ou qui commencent à baisser on va dire, son plan social. Et pour ça que on a Denver, potentiellement Pittsburgh, dont on ne verra rien, hein, ni Détroit, enfin si Détroit en soi, bon. Mais ce sont des endroits qui commençaient à être un petit peu désincarnés et désabusés sur le plan économique. Ça s'est empiré par la suite, ces villes qui ont eu des grandes industries, que ce soit dans l'automobile, l'acier, etc. C'est clairement pas hasardeux que ça se passe par là. Hein. Il y a une question sociale. Et c'est un film qui n'est pas frontalement politique ultime, vous voyez, mais il y a des choses qui sont, au-delà même des non-dits, des trucs qui sont racontés, là, l'idée de l'épouvantail. Les deux sont des épouvantails qui se rêveraient, enfin surtout le grand gaillard, bagarreur Gene Hackman, comme faisant peur à l'Amérique, mais pas du tout. Comme le dit le personnage d'Al Pacino, les épouvantails sont souvent là pour faire plutôt rire les corbeaux, plutôt que de leur faire peur. The crowds are laughing, ce moment-là, très passionnant, qui en dit long, dans le sens où, oui, pour faire fuir, voilà, peut-être cette Amérique bien pensante, machin chose, tout ça qui les a de toute façon écartés, mais derrière, les gens riches et bien affirmés dans ce pays se marrent bien, hein, se moquent bien d'eux. Et vous avez ce postulat-là, et après, ça défile, ça déroule, avec deux grandes prestations d'acteurs, de toute façon. Gene Hackman, c'est son rôle, c'était, je vais parler de lui au passé hein, maintenant, son rôle préféré, apparemment. Voilà, c'est un de ses, en tout cas, de ses grands moments de carrière, d'après lui. Et Al Pacino, ben, il était au top, déjà du top, et c'était pourtant une de ses premières apparitions, déjà, à l'écran. Il y avait le parrain, hein, lui aussi, mais il y avait donc Panic at Disneyland Park, et il n'a pas fait grand-chose d'autre, en fait, hein, en soi, à ce moment-là, mais il commençait déjà à être au sommet. Donc, spoiler pour 2-3 trucs
quand même, pour pas trop vous divulgacher certaines choses si vous voulez le découvrir, là je vous ai mis dans l'ambiance, j'ai donné mon avis, mais il y a quand même 2 moments terribles dans le film. Donc ils sont enfermés en prison parce que bon, voilà. Et pendant quelques jours, quelques semaines, Max décide de faire la gueule à Lion parce qu'il le juge responsable de cet enfermement. Bon, et en le laissant tomber indirectement, il va laisser Lion entre les mains d'un terrible gars qui s'appelle Jack Riley, qui est joué par Robert Lynch, qui va vraiment essayer de prendre possession sur lui. D'ailleurs, c'est une idée de domination. Max dominait Lion jusque-là en mode, voilà, je te prends en main, etc. Mais alors là, Riley, ça va être pire, et pour, au final, abuser de lui. Oui, il y a une scène alors, de viol qui est là, mais bon, c'est surtout les conséquences qui sont violentes. Il s'est fait tabasser, et le traumatisme est profond. C'est à ce moment-là que Max devient le protecteur de Lion, mais c'est trop tard. Il sort de là, Lion ne sera jamais plus vraiment le même. Il n'est plus le bouffon, il ne fait plus trop rire, même si Max essaye de le dérider le temps d'une scène de striptease, ce qui fonctionne, mais c'est temporaire. Au moment où on pourrait croire qu'il va ressurgir et redevenir le Lion qu'on connaissait, ce Lion un peu fantasque, qui a donc ce cadeau là pour sa fille ou son fils sur 2 lampes, qui tremble mal là parce que c'est pas le sexe de l'enfant, donc c'est un truc qui n'a pas de détermination, on va dire, de genre par rapport au cadeau qu'on pourrait faire à des enfants. C'était l'époque, quoi. Et ben Lion, il va, au moment où il reprend espoir, téléphoner à son ex. Et là, il y a une scène terrible dans une cabine téléphonique et ce qui va suivre derrière, qui est pour moi d'une puissance dramatique absolue. Une scène de double mensonge. Donc il reprend contact avec son ex, qui évidemment le renvoie dans les cornes, parce qu'il a fui sa responsabilité, il a fait une erreur, hein, Lion, parce qu'il n'était pas prêt, gamin, bon moins, et qui lui ment sur son fils. Enfin, du coup, c'est vraiment un fils qu'il aurait dû avoir, mais il l'a eu. Elle lui dit qu'il est mort-né, quoi, enfin, voilà. Sauf que c'est faux. On voit le gamin, quand il raccroche, il y a le gamin à côté. Et c'est le même, c'est lui, c'est sûr. Et donc Lion raccroche, très choqué, et il va mentir à Max en disant « Ah, j'ai un fils, il est là et tout ». Donc en mentant contre le mensonge de son ex, il dit la vérité. C'est ça, dans l'écriture, c'est quand même extraordinairement brutal. C'est d'une dureté, je trouve, parce que nous, on connaît, on sait. Mais lui, c'est pas. Donc il a menti, il se fait une double peine, quelque part, en s'enfermant dans cette idée-là, que pourtant, oui, il a vraiment, son fils. Et derrière, il y a une scène autour d'une fontaine avec d'autres enfants, où il joue un peu à Planète au Trésor, et il va péter un plomb. Voilà, il va basculer. Il va basculer, et donc il est amené à l'hôpital, et il est catatonique, et on ne sait pas s'il s'en sortira, mais probablement non. Il est doublement brisé. Ce qu'il a vécu en prison, et cette annonce-là, il ne sera plus jamais le même. Mais, fin ouverte, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le personnage de Gene Hackman, Max, il va user toutes ses économies pour essayer d'aider peut-être, enfin, sous-entendu plus ou moins directement, puisqu'il sort l'argent de ses chaussures et tout à la fin, hein, pour aller à Pittsburgh et revenir, peut-être pour gagner de l'argent, quand même, tenter d'ouvrir l'abri de voiture pour essayer de revenir et l'aider. C'est pour ça qu'il prend un billet retour. Ouais, mais y aura-t-il de retour pour lui vers Lion et pour Lion vers le réel, vers le monde des vivants? C'est compliqué. Voilà, je ferme un spoiler pour ces scènes qui sont assez violentes, et que ce soit physiquement et psychologiquement, qui confirment une marginalité. Est-ce qu'on peut sortir de cette marginalité dans cette Amérique-là? Le message est à peu près clair, selon moi, à la fin du film. Ou ne veut pas répondre, il répond à moitié, si vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que on a un très bon buddy movie, road movie, mais qui verse vers quand même quelque chose de sombre, avec un duo qui a une alchimie totale, avec ce Gene Hackman, donc l'idée de la protection, voilà, sur le petit gars à côté, mais ce petit gars dont il a besoin lui-même, parce qu'il y a cette dualité quand même. Il y a une scène au début qui ne ment pas sur ce point, c'est que son briquet est en panne à Max, et c'est grâce à la dernière allumette de Lion qui peut allumer une cigarette, là, attention parce qu'il y a le vent, qui dit que voilà, l'un a besoin de l'autre. C'est pas parce que Max a l'air dominateur, c'est lui qui renomme Francis en Lion, Lion qui cherche du courage, mais le courage, voilà. Tandis que l'épouvantail, qui est l'épouvantail? Max, oui, mais les deux le sont aussi d'une certaine manière, un double épouvantail. Bref, c'est pas parce que il est dominateur qu'il n'a pas aussi besoin de lui que, en fait, on le voit, Max, il va gagner beaucoup.
de cette relation qu'il va développer avec ce petit gars. Et c'est extraordinaire là-dessus. Alors, au final, c'est un film qui est fort, que je reverrai avec plaisir, malgré, donc, dans le premier tiers, à la fin du premier tiers, après un super début, ces moments qui se perdent un peu, mais justement, n'était-ce pas aussi l'idée de Schatzberg derrière, dans une sorte de... quand même naturaliste, hein, c'est un film qui est très réel, là, sur certains points, il n'y a pas de... voilà. Est-ce qu'il ne voulait pas justement aussi nous perdre avec ces gars qui sont perdus, même quand ils retrouvent des proches, il y a une idée d'errance et de marginalité, quoi qu'il en soit, même dans les apparences de vie normale, quand il retrouve sa sœur, l'autre par exemple. Je ne sais pas. En tout cas, je vous laisse en commentaire réagir sur ce film. Voilà, hein, c'est une petite vidéo comme d'habitude, un peu échevelée, mais c'est le genre de film où on aime bien se lâcher aussi, et c'est là où un ciné critique peut avoir une force, me concernant en tout cas, c'est que voilà, je balance des trucs, et après on recadre et on remet en ordre grâce à vous ci-dessous, et l'échange est ouvert. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.